En fait, Jacques, il prétend que sa méthode, elle est irréprochable, comme il le dit, et sa méthode, c'est la méthode la plus efficace. Donc, sa méthode, c'est une méthode basée sur la dissonance cognitive, basée principalement sur l'axe de Aïcha, donc le mariage des petites filles. Mais ces gens-là qui le suivent, je pense, ils sont déconnectés, tellement déconnectés de la réalité. Donc, nous avons eu le sondage qui a été réalisé par l'IFOP récemment et qui avait fait une polémique énorme en France. Donc, le sondage, il a été réalisé sur 1000 personnes. Donc, ce chiffre de 1000 personnes, et c'est un chiffre qu'on ne prend pas au hasard. C'est un chiffre qui permet de faire une extrapolation sur la population entière. Donc, je vais vous montrer quelques graphiques de ce sondage et vous démontrer que leur méthode, elle est inefficace, voire inexistante sur le terrain. On parle du terrain. Vite fait, je vais vous montrer. Les gens qui vont dire que l'institut il est récupéré par l'extrême droite ou il est financé par XY, je m'en fous. Comme dit Jacques Le Fou, je m'en fous, mon pote. Tu vois, parce que la personne qui avait réalisé l'échantillonnage, c'est un maître assistant à l'université, donc c'est quelqu'un du domaine, c'est un expert. Et la méthode de l'échantillonnage, elle est robuste. Tout est détaillé dans le rapport détaillé sur le site. Donc, tac, voilà. Vite fait. En fait, là, c'est à peu près l'abstract où on démontre que il y a une tendance ou un phénomène. Donc, l'enquête, elle a été réalisée auprès de plus de 1000 personnes de confession donc musulmane. Tac. Donc, l'enquête, elle offre un éclairage inédit sur les transformations profondes qui traversent l'islam de France depuis 40 ans. Donc, en reconstituant des séries historiques remontant aux années 1980, cette étude met en exergue un phénomène de réislamisation qui affecte tout particulièrement les nouvelles générations et s'accompagne d'une progression préoccupante de l'adhésion aux thèses islamistes. Donc, je vais vous montrer quelques graphiques qui sont vraiment frappants. Tac. Donc, là, c'est un récap sur le paysage religieux. Vous voyez que la religion de l'islam, elle est en augmentation constante. Donc, on part de 0,5% en 1985, on arrive à 7% en 2025. Ok. Je vais vous montrer un graphique. Par exemple, attendez. Ouais. Par exemple, ce graphique-là. Donc, vous voyez, là, on a posé la question chez des jeunes musulmans de moins de 25 ans. Si ils jeûnent pendant le mois de Ramadan. Donc, vous voyez la tendance, on passe de 51% en 1900, c'est pas assez clair, en 1989, je pense, et en 2025, on est à 83%. Mais il y a un phénomène très important là. Vous voyez là vers 2019, vous voyez qu'on passe de 64% à 83%. Et c'est énorme. Donc là, c'est la crise de Covid. Donc là, on peut faire des hypothèses pourquoi les gens se retournent vers la religion durant cette période. Mais attends, Donc, Arsenic, désolé. C'était en 2019, ça, 64% jusqu'à 83. De 2000, ouais, de exactement. 2025, attends, 2019-2025. Ouais, de Et donc, 2019 à et l'impact de Jack, pourquoi ça n'a pas baissé un petit peu, je comprends pas. Voilà, exactement. Bravo. Mar'a naqisat aql wadina l'a bien compris. Si Jacques, sa méthode, elle était efficace, donc on est entre 2019 jusqu'à 2025, donc Jacques, on va dire, il était là en 2023 et Jacques, il a débarqué ici. Donc la courbe, elle aurait deux aspects. Soit elle va se stabiliser comme ça, soit elle va décliner. Au moins, une très faible déclinaison comme celle-ci là. Par exemple, de 74% vers 73%.
Mais là, on voit que ça augmente énormément. Le voile. Je vais vous montrer le graphique de voile. Voilà, Jacques qui défend la liberté de port du voile. Donc, on passe de 16% en 2003 à 45% chez les jeunes de moins de 25 ans, les jeunes filles. Donc, vous voyez la courbe? Jacques, il est haut ton impact de 2019 jusqu'à 2025 avec ta méthode de 54-6-9. Bah, la courbe, elle ne fait qu'augmenter. Donc, votre impact sur la réalité, il est nul. Il est epsilonesque. On ne le voit même pas. Et le dernier graphique que je souhaite vous montrer est celui-là qui est vraiment le plus alarmant, on va dire. C'est lorsqu'on va questionner les jeunes par rapport à leurs sentiments qu'ils éprouvent à l'égard des partis politiques. Donc, on a soit de l'hostilité, soit de la sympathie. Donc, on a la mouvance des frères musulmans, Tarek Ramadan et la clique. Donc, vous avez 24% qui sont contre et 24% qui sont pour. Ça, c'est très important à voir. Mais ce qui me frappe, c'est ce chiffre-là. La sympathie envers les djihadistes. Donc, 52% sont contre. Ok, c'est bien. Mais vous avez ce petit chiffre-là de 3%. Ça, c'est très important. Pourquoi? 3%, c'est-à-dire, si vous prenez 100 personnes, vous avez 3 personnes qui vont sympathiser avec les djihadistes. Donc, sur 1000 personnes, on va monter à 30. Sur 10 000, ça va devenir 300. Et c'est là où vous aurez un nouveau Bataclan, un nouveau Samuel Paty, etc., un nouveau Charlie Hebdo, etc., etc. Jacques Le Fou et son équipe, jamais ils parlent de ça. Ils ont jamais, j'ai jamais vu qu'ils ont fait un live pour décortiquer ces chiffres-là et expliquer pourquoi il y a cette tendance-là. Ben, ils le feront jamais parce que ils sont déconnectés de la réalité. Leur méthode, elle est inefficace. Elle est inexistante sur le terrain. Elle est invisible. Elle est visible uniquement sur YouTube et quelques chaînes, quelques lives sur TikTok. Voilà, c'est tout. Une méthode qui est basée sur la dissonance cognitive, elle va créer sur le long terme un effet inverse. C'est un effet rebond. Parce que la dissonance cognitive que Jacques il est en train d'infliger C'est l'effet musulmans backfire. sunnites, C'est l'effet backfire. exactement, exactement. Parce que c'est très difficile d'être en dissonance cognitive. Alors que lui, il se réjouit quand quelqu'un il est t'es en dissonance cognitive. C'est le jackpot. C'est la personne, elle est pas en dissonance cognitive, ils sont pas heureux. Bon voilà, c'est juste pour vous démontrer ce sondage-là. Bon, bien sûr, ils vont dire, oh, la méthodologie, ben non, la méthodologie, elle est robuste, elle est très bien détaillée. Un échantillon qui est assez, on va dire, conséquent pour permettre une certaine représentativité de la population générale avec un risque de se tromper, on va dire, de 5%. Mais les gens sur le terrain, on le voit, on le constate. D'ailleurs, l'auteur, il a été auditionné à l'Assemblée nationale. Donc, on l'a auditionné, donc il a bien expliqué comment ça a été réalisé. Donc, voilà. Le nom de l'enquête, c'est l'IFOP, sur le site IFOP. Il est là. Voilà le titre. État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Donc l'institut, c'est l'IFOP. Il y a eu aussi une deuxième partie, hein, une partie complémentaire à celle-ci, Arsenic, ma bêche. Bonsoir Zol, salut. Moi, c'est vraiment pas pour entrer dans des débats et tout. Moi, je veux juste balancer ce que j'ai à dire et puis je me barre parce que je veux écouter plus qu'autre chose. Moi, c'était pour ajouter mon grain de sel par rapport à un truc qu'a dit Jack dernièrement et pour encore une fois prouver qu'on n'est pas dans l'attaque à la personne ou l'attaque à l'individu. C'est vraiment méthodologique comme divergence ou même comme opposition qu'on peut avoir, en tout cas comme moi je peux avoir.
Il a dit dernièrement que sa méthode, tu sais, la méthode du New Athéisme, tu sais, de Richard Dawkins, de Sam Harris et de Christopher Hitchens, etc., ça renforçait pas ce qu'il appelle, lui, la réactance. Bon, juste, je définis ce que c'est que la réactance pour ceux qui savent pas. La réactance, c'est un effet psychologique que tous les êtres humains peuvent développer face à un argumentaire ou à une critique qu'on peut faire à leurs valeurs fondamentales, leur identité, leurs croyances, etc. Donc, ils vont se sentir menacés, attaqués, et donc du coup, ils vont percevoir la critique comme une menace en fonction de la manière dont elle est faite. Lui, il te dit, c'est pas vrai. Moi, ma méthode, elle provoque pas de réactance. En fait, sa méthode, c'est pas qu'elle provoque de la réactance, elle provoque de la réactance, elle provoque ce qu'on appelle l'effet backfire, c'est-à-dire que ça va renforcer, non seulement la personne va se sentir menacée dans son identité religieuse, mais elle va encore la radicaliser. Donc, elle va rentrer non seulement dans la réaction, mais dans le backfire effect. Voilà, allez vous renseigner pour ceux qui connaissent pas. Et elle va renforcer aussi ce qu'on appelle l'effet backlash. Et ça, c'est des féministes qui en ont parlé. En gros, il y a une réaction conservatrice dans les États-Unis par rapport au mouvement féministe, par rapport à certains discours qui a renforcé l'effet conservateur de certains. Voilà, parce que on fait pas tous le militantisme de la bonne manière. Et clairement, la méthode jackiste ou jackienne est très mauvaise pour nous les apostats. Elle est très délétère, je dirais. Elle renforce l'inimitié et la haine que peuvent avoir entre guillemets certains musulmans ou même les islamistes qui sont déjà convaincus qu'on est des ordures et des sous-humains, qu'on mérite notre peine en vérité. Et moi, c'est ça qui me dérange en vérité. Voilà, juste je finis, je veux pas débattre, juste balancer ce que j'ai à dire et puis... Moi, Oui. je me souscris à tout ce que tu Ah, dis. merci. Déjà, je te souhaite une bonne année. J'espère que tu vas bien, frérot. Oui, Mais y a pas de en fait, souci. encore, Oui. mais en fait, encore plus, c'est que, comme tu l'as dit par rapport à l'effet dont tu as parlé juste avant, ça crée aussi de l'aminosité sur des C'est ça. personnes qui pensent critiquer l'islam, sur des C'est ça. apostats, parce que un apostat, en tout cas maghrébin, sera toujours perçu comme étant dans le groupe majoritaire de la communauté musulmane. Et ça, c'est aussi grave. Oui. Oui, il y a cet Tu aspect. Tu vois, comprends pas ce que je veux dire? bien, oui, je comprends. C'est pour ça que je vais te laisser après rajouter en plus, parce que toi, tu vas apporter une autre grille de lecture. Mais juste pour finir sur ça, parce que c'est vraiment, je veux déconstruire cette affirmation qu'a fait Jack, et je l'invite à monter un de ces jours en débattre contre moi, parce qu'il a dit qu'il a des méta-analyses qui accréditent ce qu'il a dit. En gros, que sa méthode de ridiculiser, de créer des dissonances cognitives dans la tête des croyants et de les humilier par rapport à leur manque de connaissances sur leur religion, parce que c'est ce qu'il fait dans les Voilà. lives. Soit il dit qu'ils Non, sont ça des renforce. ignorants. Alors juste, Mm. juste rapidement, qu'est-ce qu'il fait dans les lives? Il fait monter un croyant et il le fait passer pour un mec qui connaît rien à sa religion et il le ridiculise par rapport à son ignorance. En gros, il lui dit, toi, t'es un ignorant, tu bases ta croyance sur une ignorance. En fait, C'est je tiens à c'est dire pas la que, meilleure des manières de remettre quelqu'un en question que de l'humilier sur son manque de connaissances. Ensuite, et il va surtout lui faire qu'il dit, quoi? Ah, juste rapidement, s'il te plaît, frérot, parce que moi, je vais te laisser parler tant que tu veux, juste après. Je suis dans ma lancée. Deuxièmement, il est dans l'aspect de dire, je vais créer une dissonance cognitive entre tes textes religieux ou ta religion, ton socle idéologique et tes valeurs personnelles. Et ça crée donc du coup un inconfort psychologique et ça amène le croyant justement à se positionner d'un côté ou un autre avec des questions fermées, binaires, oui ou non, t'es pour ou t'es contre. Je suis désolé, mais allez, pendant le live, le croyant va se positionner. Mais c'est peut-être une position, excuse-moi, d'ego. Par ego, il y a certains croyants, ils vont dire, oui, je suis pour telle loi de la charia, alors que peut-être que c'était l'inverse. Donc, c'est-à-dire que juste pour donner tort à Jack, le croyant va se positionner contre lui. Mais en vérité, ça n'amène pas les gens à se remettre en question, ça les amène juste à renforcer leur identité ou leur positionnement idéologique initial. Je suis désolé, mais la méthode jackienne, c'est la pire méthode. C'est même pas la moins mauvaise, c'est la pire méthode qu'on puisse employer pour critiquer l'islam ou déconstruire la croyance d'un musulman. J'ai fini, vas-y frérot, si tu veux, lance-toi, je t'en prie. parce que, en fait, Voilà. Merci Amayas. tu sais, Amayas, je suis monté pour dire quasiment exactement la même chose. Et en réalité, en fait, j'avais plus rien à dire, tout simplement, et juste rappeler que, en réalité, Jacques Le Fou, effectivement, lui, critique l'islam. Effectivement, lui, mais par contre, effectivement, il fait monter constamment des musulmans dans son live et qui commence à expliquer, oui, ils connaissent rien, ils sont bêtes, etc.
Bah, en fait, il fait la même chose que Conversiano, qui vient avec une méta-analyse bullshit de MEERDS, et qui dit, voilà, les Maghrébins et les Noirs, grosso modo, hein, je simplifie, les Maghrébins et les Noirs, ils ont ils ont un plus bas QI que nous, en fait. Il fait exactement la même chose, parce que tu entends Spice, tu entends Paria, que en réalité, tu as des personnes qui sont aussi des critiques de l'islam, mais qui ne sont ni apostats, ni rien du tout, qui expliquent qu'en réalité, les musulmans, c'est des cons. Et en Oh que réalité, oui, hein. Oh que oui, hein. tu vois pas ce que je veux dire? Et ils se gèrent, ils utilisent, bah, effectivement, ce que vient de dire Amayas sur, voilà, la méthode de Jacques Le Fou. Et donc, du coup, qu'est-ce qui le différencie d'un Conversano qui vient avec une étude de merde pour venir dire que, en fait, les Maghrébins sont des cons. Puisqu'en réalité, il s'adresse au même. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est bête mon raisonnement ou pas? Parce qu'en réalité, il Non. s'adresse aux mêmes personnes en réalité. Il s'adresse exactement aux mêmes personnes, même si chez Jacques Le Fou, bah, il y a des gens qui sont honnêtes intellectuellement et veulent avoir accès à la critique de l'islam. Et c'est vrai que il y a des gens qui arrivent à faire la différence. Mais en réalité, on voit que la majorité des personnes, dans les faits, ne font pas la différence. Et donc, du coup, on est tous ensemble dans une même communauté. Et donc, du coup, tous ensemble, on est blâmés. Parce qu'en fait, on est des cons. Que c'est ce qui amène, avec le recul, c'est ce que je vois, moi. Mais en tout cas, merci Amayas, parce que tu l'as dit avec ta parole est bien mieux construite et je te remercie beaucoup, frérot. Non, mais le truc, là, je viens de voir. Merci beaucoup, Amaya. Je reviens juste sur ce qu'il a dit parce que c'est intéressant. Merci d'avoir mis les mots sur ça. Effectivement, parce que moi, ce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se sont littéralement radicalisés. J'ai quelqu'un qui une fois, il est venu en live, il m'a dit votre critique m'a radicalisé. Il mentait pas. Et il ne mentait pas. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi l'effet backfire. Je vais le donner la définition si tu permets à Mayas parce que c'est très intéressant. C'est où exactement? Donc, l'effet retour de flamme est une réaction psychologique où la confrontation à des informations contradictoires intensifiée plutôt intensifie plutôt que de modérer les croyances préexistantes d'un individu. Donc, purée, comment tu l'as trouvé, bravo. Comment tu l'as remarqué, bravo. Il y a des gens, en fait, qui sont là, en fait, c'est jouissif de voir, en fait, un croyant être en pleine dissonance cognitive et à chaque fois, en fait, c'est le problème si ça se passait pas tous les jours comme ça. C'était tous les jours comme ça. Et même, en fait, il y a certaines personnes qui les suivent chercher ou partir chez les musulmans pour faire ça. Les musulmans qui sont en train de parler entre eux, non, je monte chez toi, je viens t'emmerder dans ton live. Moi, je monte quand il y a, pourquoi vous n'êtes pas musulman? Je monte. Oui, certainement. Mais, de l'autre côté, j'ai vu. Quand on est, moi, quand j'essaie, en fait, de débattre, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un énervement, parfois, etc., avec une personne qui n'est pas dans la discussion, mais en général, je vous jure, ça me fait mal de voir que la personne, elle est choquée. Elle est, oh, non, quoi? Bon, je rigole parce que, oui, je sais, je suis passée par là. Donc, je le sais, je me mets à la place du croyant. Mais l'effet backfire, waouh! C'est vrai en plus. La personne, vraiment, la personne, elle est déjà, d'abord, hein, elle est déjà en stress parce que elle sait qui est Jack le Fou, elle sait qui est Cassius, etc. Puis, je vous jure que dans les commentaires, c'est jouissif pour certains, hein, qui me traitent de tous les noms. C'est jouissif pour vous de voir des croyants mal. Ouais, parce que l'islam, il est mal. Ouais. Non, mais surtout, Paria, il se sert aussi du fait que il y a certaines positions que a l'islam traditionnel qui soient interdites par la loi. Il se joue de ça aussi. Mm-hmm. Et ça crée le phénomène dont parle Amaya Sissi. Il se joue de ça. Exactement. Et en fait, moi, ce que je me dis un truc, Ayman, Amaya, c'est Stella. Vraiment, je me dis un truc. Si ça a été fait pendant quelques temps, quelques mois, puis évoluer dans la critique,
Donc partir, je donne un exemple, dans la critique interne, etc. Il faut un effort intellectuel. Hein. Il faut un effort intellectuel. Donc ces pseudo-intellectuels ne font pas cet effort. Parce que moi j'ai cherché. C'est redondant. En fait, la première chose, moi, ce que j'ai ressenti, c'était de la redondance. Oui, ok. Après la redondance, c'était quoi? C'était en fait que je me sentais gênée quand je voyais les lives de Jack. À un tel point qu'il contredisait tout. Il est là pour contredire les gens seulement. Par contre, quand on le contredit, on l'insulte pour lui. Ah, c'est une insulte. Je sais pas si Amayas t'a assisté un petit peu au live de tout à l'heure. Tu le contredis, c'est une insulte. Tu le contredis ou bien tu dis que c'est de la merde ce que tu fais, t'as détruit un truc. Harcèle. J'ai pas assisté au live, mais par contre, ayant écouté les retours du personnage en question depuis plusieurs mois, c'est toujours la même rhétorique qui nous est opposée. C'est de dire qu'à chaque fois qu'on ose toucher à sa sainte méthode, sa sainte approche, on devient des outcasts, tu vois, on devient des hérétiques, on devient des anadira, tu vois, en Un gros, khawarij. voilà, des kharijites du jackisme. Alors bon, moi j'ai jamais adhéré pour être kharij, on se comprend. C'est pour dire qu'en gros, en tant que critique de l'islam, on est censé tous se regrouper derrière lui et fermer nos bouches, quelles que soient les réticences qu'on peut avoir ou les critiques qu'on peut apporter. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est Exact. malhonnête pour le coup. Et surtout, le problème, c'est que Oli la notion Ayman. d'harcèlement, elle est utilisée à... Salut frérot, à bientôt après. Bon, et on se reverra dans un autre live. En bref, tout ça pour dire que la notion d'harcèlement, elle est utilisée à tort et à travers. Je vois pas en quoi le fait qu'on soit plusieurs à le critiquer constitue un harcèlement. C'est pas ça. En fait, le mot harcèlement, c'est un peu comme le mot fascisme, utilisé à toutes les sauces, et il en devient vraiment, il en perd de sa portée, de sa force rhétorique et même juridique. Parce que avant tout, un harcèlement, on est d'accord, c'est un délit, quoi. Et ça peut même aller au crime si ça implique des violences. Donc à ce moment-là, je comprends pas pourquoi est-ce que pour quelqu'un qui est attaché au sens des mots, il peut se permettre de l'utiliser de manière aussi désinvolte. C'est grave un harcèlement, c'est très grave. C'est-à-dire si vraiment il a identifié du harcèlement chez nous, qu'il aille porter plainte, qu'il aille tout faire pour nous mettre des amendes ou des peines de prison si on le mérite. Parce que en fait, il faut arrêter de jouer avec les mots pour attirer l'affect d'un public sur sa personne. Qu'est-ce qu'il Tout a ça fait? pour qu'un public s'attendrisse sur lui et qu'il le récupère. En gros, il passe de l'éthos au pathos. Vas-y, je t'écoute. C'est totalement ça. Et tu sais, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'en fait, il nous fait passer pour les méchants et il a en fait mentionné mon tweet qu'il n'a pas compris. Hein. Il a mentionné mon tweet et il m'a mélangé avec ceux qui étaient en train de l'attaquer sur le fait qu'il soit maghrébin. Mec, je suis maghrébine aussi. Je vais pas t'insulter sur le fait que tu sois maghrébin. Je suis pas conne quand même. En fait, mon tweet, il y avait aucune insulte. Je disais un truc. Quand même, tu fais passer Hitler pour un démocrate. C'est pas cool. C'est faux. C'est faux. C'est là où je l'ai contredit. Il y a aussi, donc, il a dit que Mehdi Raich le harcèle. Alors que Mehdi Raich lui a donné une fessée monumentale au niveau de X. Il va pas débattre avec lui. Je dis juste un truc, hein, pour les gens qui sont là, qui ont écouté le live de Jack, ou bien qui vont écouter le live de Jack. Je vous dis un truc. Il a dit que Mehdi Raich le harcèle. Mehdi Raich, il va pas débattre avec un pestiféré comme Jack. Je suis vraiment désolée. Jack, c'est quoi? C'est un pseudo influenceur sur TikTok, sur YouTube seulement. Mais tout le monde s'en tape de toi, Jack, politiquement parlant. Tu n'as aucun effet sur la politique. Mehdi Raich fait littéralement 7, je sais pas combien d'heures, plus de 7 heures, un truc, ou plus de 8 heures. 16 heures, oh, je sais plus exactement combien, j'ai comptabilisé la dernière fois. Je crois que c'est 16 heures à peu près. Par semaine de débat. À la télé. Avec des gens qui connaissent leur sujet. Avec des gens qui connaissent sur leur sujet et sur différents, sur les deux plans, que ce soit des femmes ou des hommes de politique de gauche ou de droite. Parce que c'est sa formation, c'est son métier. Mais il va pas débattre avec quelqu'un sur TikTok. Si Jack veut débattre un jour avec Mehdi, nous sommes fautifs, ouais, c'est ça. Si vous êtes si Jack veut débattre avec Mehdi Raich, faudra passer aux médias. Ah bah merde, mon petit doigt me dit que vous êtes cramé au niveau des médias après ce que vous avez fait à Sonia Zadig. Vous êtes cramé. Et vous avez avec
Alors non, mais arrête, ils sont mieux que CNews et PFM. Ouais, effectivement, donc j'ai pas dit. Mehdi Reich passe sur CNews et sur Sud Radio, majoritairement pour exposer ses analyses. C'est un analyste politique, c'est pas un journaliste, parce que les gens pensent qu'il est journaliste, parce que Jack Le Fou le dit. Il n'est pas journaliste. Et vous ne vérifiez même pas. Ben oui, que ça t'intéresse pas de débattre avec lui. Sérieusement, le gars, il dit que le H était un démocrate. Forcément que tu vas pas débattre avec lui. Il dit n'importe quoi il donne une fausse définition de la démocratie. Forcément que tu vas pas débattre avec lui. Tu vas être un professeur, Mehdi. Le contredire pour lui, c'est, oh, me harcèle, je suis victime. Ah, donnez-moi du soutien. Moi, là, ce que je fais, là, quand il a affiché mon tweet, c'est attends, excuse-moi, il a écrit aucun truc. J'ai écrit, je suis au et j'ai écrit, voilà, donc il écrit aussi, je suis au comité éditorial de la NRP, donc la nouvelle revue politique avec Boualem Sansal. Donc le gars, c'est pas c'est pas en fait un TikToker, non, c'est vraiment un analyste politique. Et il fait de la politique, Mehdi Reich. Il va pas débattre avec quelqu'un qui n'a jamais fait de politique. Et surtout qu'il ment sur son militantisme. Il n'a jamais milité en Algérie. Parce qu'en 2019, j'ai jamais trouvé une publication de lui en train de militer en Algérie. T'étais où? Quand des gens, par exemple Stella, est revenue de là où elle était, à l'étranger, pour partir en Algérie pour manifester. T'étais où? Il y avait des gens que je connais qui sont venus de Russie, qui sont venus des États-Unis pour manifester. Moi, j'ai manifesté là-bas. Pourtant, je me disais pas, je suis militante. Non, j'étais juste une jeune parmi tant d'autres qui voulait le changement en Algérie. On était tous militants alors. C'était juste des voix qui s'élevaient. Je ne me suis... Attends, ma chef, écrivez-moi dans les commentaires quand vous voulez monter parce que je vois pas. Merci. Arsenic. Spicy, je veux dire juste un petit truc par rapport à Jack Le Fou. En fait, lui, il se définit comme étant un animal politique. Il l'a déjà dit. Il a dit qu'il était un animal politique. Et moi, je lui ai dit, tu ne pourras jamais faire de la politique, tu ne seras jamais politicien, parce que tout simplement, les politiciens ne pleurent pas. Lui, il est tout le temps en train de pleurer. C'est très simple. Là, tu as cité quelques exemples, mais une fois, il a dit à quelqu'un, d'ailleurs, il n'est plus sur Internet, sur TikTok, donc je vais pas dire son pseudo. Il l'a aussi, il lui a dit qu'il était en train de le harceler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu un débat. Et que l'autre personne disait qu'on n'était jamais allé sur la Lune et qu'il avait apporté quelques, je ne sais pas, ses arguments, mais Jack Le Fou disait que si, on est allé sur la Lune, etc. Donc pour ça, il a trouvé que l'autre était en train de le harceler parce qu'il lui écrivait tout le temps, oui, on n'est pas allé sur la Lune, etc., etc. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est très susceptible, qui pleure tout le temps. Et ça, pour un politicien, non. Les politiciens ont d'autres méthodes pour attirer la sympathie des gens, pour se victimiser, etc. Ils ont d'autres techniques, hein. Mais pas pleurer en tout cas. Hein. Pleurer, non. Donc lui, non. Et il ne sera jamais politicien. Et puis moi, c'est là où je me pose la question. Je me dis que pour quelqu'un qui pleurniche tout le temps et qui se comporte comme un bébé, hein, carrément. Parce que en général, c'est les bébés, c'est tout à fait normal hein, qu'ils fassent ça, les bébés. C'est comme, tu vois, moi, je le compare toujours à un enfant que tu mets, qui va avec ses parents dans un magasin de jouets, tu vois, et qui commence à se jeter par terre et à crier juste pour avoir des jouets. Donc lui, il est comme ça. Moi, je le compare à ce comportement. C'est un comportement d'enfant. Pour les enfants, c'est légitime, c'est tout à fait normal, ils ont le droit de faire ça. Mais pour un adulte, non, ça ne se fait pas. Surtout quand tu es dans un environnement où tu dois faire des débats, etc., etc., et des fois avec des professionnels. Donc, moi, je me demande pourquoi les gens ont peur de lui. Et c'est d'ailleurs, je vais prendre juste la petite l'occasion là que tu nous donnes pour dire aux victimes, tu vois, les victimes, les vraies victimes, hein, celles à qui on a pris les informations, celles qu'on est en train d'intimider, etc., etc. Les filles là, j'ai pas envie de dire leur nom, mais bon, toi tu peux le dire si tu veux. N'ayez pas peur de ces personnes. N'ayez pas peur de ces personnes. C'est parce que quand vous avez peur, c'est là où ces personnes se nourrissent de plus en plus. Le seul truc qu'ils ont de plus par rapport à vous, c'est que eux, ils travaillent en bande.
Ils travaillent en bande organisée. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de faire des lives, oui, c'est cool. Ils sont en train de discuter, on va dire, entre parenthèses, de l'islam, mais on sait très bien que ce n'est pas ça vraiment la finalité de la chose. La finalité de la chose, c'est d'obtenir de l'argent et de faire des cagnottes à tort et à travers, et de s'imposer en tant que gourou, en tant que en tant que leader de je ne sais quel truc qu'ils ont inventé. Et ils sont tout le temps connectés, même à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à anticiper et à faire des plans, etc., etc. Donc quand une victime, comme la fille là, dont on a entendu le témoignage la dernière fois, ou bien Alia qui avait parlé là hier, etc., etc. Donc la victime en général, elle se retrouve toute seule. Donc elle croit qu'elle est toute seule, entre parenthèses, et qu'elle est confrontée à une force, alors que non. Ces personnes-là travaillent en bande, travaillent en groupe. C'est pour ça qu'ils ont l'air puissants. Mais en réalité, ce n'est pas des personnes autant très intelligentes, d'accord? C'est juste des personnes qui ont le temps et qui ont eu le temps de construire tout ça. Donc il faut vraiment être courageux, essayer de vous organiser vous aussi de votre côté et déposer plainte ou bien chercher de l'aide juridique. Chercher de l'aide juridique et chercher du conseil juridique parce que vous ne pouvez pas vivre dans la crainte de personnes, surtout pour les ex-musulmans. Hein. Vous ne pouvez pas, vous êtes sortis d'une religion qui se base sur ça, sur l'intimidation, etc. Ce n'est pas pour tomber dans le piège de gourous comme cela. Non. Alors que la finalité de la chose, et on l'a vu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs preuves qui le démontrent, c'est des personnes qui ont juste des intérêts commerciaux, financiers, voilà, ils font du business en fait, c'est tout. Parce qu'ils ont le temps et que peut-être qu'ils ont raté quelque chose dans leur vie quelque part, qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent d'une manière honnête, et donc ils vont avoir recours à ça. Et l'intimidation, c'est puni par la loi, le harcèlement est puni par la loi. Il faut vraiment vous organiser, essayer de, je ne sais pas, de prendre un peu de recul, surtout pour les femmes là qui ont subi de l'intimidation et du harcèlement Organisez-vous, allez vers les personnes qui ont les compétences pour ça dans le juridique et renseignez-vous. Et puis bien sûr, vous pouvez avoir tout le soutien que vous voulez. Mais pour vivre dans la peur, surtout sous l'emprise de ces personnages-là, franchement non. Franchement non. Ça ne vaut pas le coup. C'est des gens qui sont non. Ces personnes-là, moi je ne peux pas concevoir que des personnages comme ceux-là, sachant que j'ai suivi un peu leur évolution dès le début, qui n'étaient pas comme ça, hein. C'était des personnes qui s'asseyaient entre parenthèses et qui écoutaient les autres et qui apprenaient des autres et qui avalaient ce que disaient les autres. Ils se retrouvent 2 ou 3 ans après à créer une secte comme celle-ci. Non, ils n'ont pas assez de recul pour être leaders. D'accord? Ils ont du blabla, ils savent peut-être parler, ils savent jouer avec les mots, ils copient certaines citations, etc., qu'ils ont lues dans certains livres, et ils s'inspirent de certains personnages, mais pour dire que c'est des personnes qui ont l'intelligence de diriger un mouvement tout entier, non, ça je ne peux pas le croire. Donc moi je vous souhaite du courage et puis bon c'est pas que si toi tu les connais, faut vraiment les soutenir dans la démarche. Hein, exactement. Elles ne peuvent pas rester sous l'emprise de personnages comme ça. Hein, exactement. Sincèrement. Et puis l'autre personne, il faut dire aussi pour les francophones qui sont en France, franchement. Avoir une personne comme Jack Le Fou qui habite au Canada, venir foutre la merde en France, ça c'est très grave. Hein. Le mec s'est retrouvé au Canada par accident, parce que tout simplement il était parti là-bas au moment du corona et que il y avait plus d'avions, donc on ne pouvait plus revenir en Algérie. C'est tout. Il n'y a pas un truc de Zama le Canada l'a choisi parce que c'est une personne, c'est une flèche, c'est une personne. Waouh, que le Canada a besoin. Non, le mec n'apporte rien au Canada, hein. Ni économiquement, ni intellectuellement, ni rien du tout. Il a trouvé une niche chez les francophones de France. Il s'est installé là-bas. Hélas, il y a eu, au début, tu sais, les gens,
je dirais pas, bon, les gens sont naïfs, mais ils sont gentils aussi, parce que les gens aiment bien accueillir, aiment bien écouter les autres, etc., etc. C'est quelqu'un qui s'est donné une image, qui s'est construit une image. Lui et Miho, bah, d'ailleurs, ils ont fait ça du temps de Clubhouse. Ils se sont construits une image, comme quoi c'était des militants, etc. Il y a ni militants, ni militantisme, ni rien du tout. C'est des personnes qui étaient là, qui n'avaient rien à faire pendant le corona, tout était fermé, il y avait des applications, ils rentraient les applications, il y a des enregistrements de Clubhouse, c'était des gens qui étaient là dans le chat, qui n'étaient même pas sur les guests, donc qui ne parlaient même pas. Donc au fur et à mesure, ils sont rentrés dans une room qui s'appelait Jazairiyun, Laïkiyun ou un truc comme ça, donc les laïcs algériens laïcs ou un truc du style. Une fois qu'ils se sont infiltrés à l'intérieur, donc ils ont commencé un peu à sympathiser avec tout le monde, ils ont la parlotte, ils ont du temps. Moi j'insiste sur le temps, hein, parce que donc, que les gens faisaient ça, d'autres personnes étaient en train de vraiment de travailler et d'étudier pour de vrai, hein, dans la vraie vie. Donc eux, ils avaient le temps de rester sur les rooms tout le temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils se sont infiltrés dans le truc? Ben ils ont juste pris, les gens leur ont fait confiance, parce que sur Clubhouse, les rooms étaient ouvertes 24/24, et ben tout simplement ils ont volé la room, c'est tout. Ils ont détourné le truc, ils ont changé le mot de passe, et basta, c'est devenu les patrons. C'est tout. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, le premier combat qu'ils ont eu quand ils sont venus sur TikTok en janvier-février 2023, eh ben leur combat c'était les LGBT. C'était la communauté LGBT. Donc, ils mettaient tout le temps le drapeau LGBT de la communauté LGBT et le drapeau algérien. Donc, les droits des homosexuels en Algérie. Donc, c'était ça leur premier truc. Ça n'a pas, bon, ça a marché un petit moment. Ensuite, les homosexuels ont décidé de faire leur propre live. Donc, ils ont vu que ça ne marchait plus. Ils ont changé de sujet. Alors, le sujet, c'était, ils sont passés sur un autre sujet qui n'avait strictement rien à voir avec l'islam. Alors juste après ça, c'était la cause des femmes, d'accord? Donc eux, ils se définissent comme étant féministes, alors que c'est de gros misogynes. Jack Le Fou est un misogyne. De sa manière de parler, de traiter les femmes, le mec est misogyne. Chaque femme peut ressentir ça. Vraiment, quand il a du mépris pour les femmes. Donc, leur cause, c'était une cause féministe. Ok, ils ont utilisé la cause. Juste après ça, quand les femmes ont commencé à faire leur live, etc., etc., là est venu le tour de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas plus facile à critiquer que l'esclavage, le mariage des petites filles, quoi encore, frapper les femmes, et que c'est de la violence faite aux femmes. Donc ça, c'est des sujets qui sont très très simples à aborder parce que les textes sont là, ils sont connus, donc tout le monde les connaît, on peut les avoir très facilement. Mais vous les verrez jamais parler dans d'autres trucs qui sont plus compliqués comme l'héritage, des choses comme ça où il y a des calculs, etc., etc. Donc c'est tout. Donc là, qu'on vienne me parler. Ensuite, il y a eu la niche francophone, hein, où c'est les gens qui se souviennent où Jack Le Fou était vraiment monté timidement vraiment chez les francophones. Et puis après, il y a eu un boom. Je ne sais pas comment ça a viré, franchement. Moi, jusque-là, j'arrive pas à comprendre comment il a pu avoir ce pouvoir, entre parenthèses, sur la sphère francophone. Mais heureusement qu'il y a eu des gens qui ont tout le temps fait face à ça. Donc, ne vous laissez pas intimider, s'il vous plaît, par ça. Surtout que là, il y a de sérieux problèmes. Ce n'est plus le fait que Jack Le Fou soit présent sur les lives et tout, ça limite, on s'en fout, hein, s'il a du temps, s'il n'a rien à faire dans sa vie, ben il y a pas de problème, il peut rester sur Internet branché 24/24. Mais puisque là on entend parler de quand même harcèlement et quelques trucs franchement qui sont faits avec les femmes et aussi les informations des impostats, c'est quelque chose qui était détourné des informations et aussi créer des cagnottes comme ça à tort et à travers pour ramasser de l'argent sur le dos justement de personnes qui sont fragiles. Là non, ça devient très très grave, hein. Là vraiment il faut que les gens bougent et qu'ils se réveillent aussi, hein. Voilà, merci Spicy avec Saha. Mais ça me fait énormément plaisir, hein. Ça me fait